Décolonisation, le Vietnam. Épisode 1. Qu'est-ce que le Vietnam? Bonjour. Imaginez une soirée mondaine. On sirote un breuvage, on tchatche, on fait l'intéressant. Et à un moment, on me demande pourquoi la France a colonisé le Vietnam. À ce moment-là, je m'écris « Mais que nenni, la France n'a pas colonisé le Vietnam, mais le Dai Nam. » J'aurais fait mon petit effet, c'est sûr. Mais bon, ce n'est peut-être pas votre genre de soirée. Eh bien, ça tombe bien, on n'est pas à une soirée, mais sur un programme de balado-diffusion historique bien comme il faut. Et on a 15 minutes pour répondre à la question « Qu'est-ce que le Vietnam ?» Et je vous le dis tout de suite, c'est un peu compliqué. Premièrement, comme vous le savez peut-être déjà, le berceau du Vietnam, c'est le delta du fleuve Rouge. C'est le fleuve qui irrigue le nord du Vietnam actuel et il forme le delta avec Hanoï, la capitale. En l'état de la recherche, on peut dire que les habitants de ce delta ont participé à une civilisation qui a fleuri sur un territoire qui va du sud de la Chine à toute l'Asie du Sud-Est. C'est ce qu'on appelle la civilisation Dongson entre le 6e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ. De là émergera une entité dominante qui deviendra le royaume Daolat. Et ce royaume sera conquis au 2e siècle avant Jésus-Christ par l'Empire chinois. C'est d'abord un fonctionnaire chinois en dissidence qui s'en empare et qui crée le Nam Viet. J'ai bien dit le Nam Viet, qu'on peut traduire à peu près par la terre des Viet du Sud. Mais cette autonomie ne dure pas, car comme vous le savez, pam pam param pam param pam pam pam, l'Empire contre-attaque. Et bam, le Nam Viet est incorporé à l'Empire chinois. Et malgré quelques intermèdes d'indépendance, c'est parti pour, globalement, 1000 ans de domination chinoise. Et c'est avec la conquête chinoise qu'on commence à trouver des mentions écrites des Viet, dont le territoire est rebaptisé Zhao Chi et devient une province de l'Empire chinois. Les Chinois vont apporter quantité d'innovations. Des innovations techniques, pensez aux baguettes, à l'écriture, aux techniques de digue et de riziculture, des innovations militaires, des innovations politiques et religieuses. Aussi bien le bouddhisme, le taoïsme ou le confucianisme viennent de Chine. Ainsi aussi va émerger une aristocratie sino-viette, issue des mariages entre conquérants ou colons chinois et les grandes familles autochtones, un peu à l'image des Gallo-Romains après la conquête de la Gaule. Eh bien, cette aristocratie va participer activement à l'Empire chinois. Et jusqu'au XXe siècle, on retrouvera des lettrés viettes dans l'appareil impérial chinois. Cela dit, les frictions étaient nombreuses, bien sûr, dans ce territoire aux marges de l'Empire. Elles émergeaient souvent quand le pouvoir central essayait d'assimiler les aristocraties locales ou d'exercer une autorité plus directe, au lieu justement de s'appuyer sur ces mêmes aristocraties. Et ces frictions ont donné lieu à des résistances légendaires, comme la révolte des sœurs Trung, célébrée jusqu'aujourd'hui, et celle de la Dame Trieux, que je m'en vais vous raconter. Je lis dans les guerres d'Indochine de Philippe Franchini, je cite, « C'était une géante infatigable, d'une beauté exceptionnelle. Sa voix aussi était puissante, aussi puissante qu'un gong de temple, et ses seins étaient démesurément gros. Après s'être enfuie de chez son mari, elle prend la tête d'une bande de pirates qui attaquent les troupes chinoises. Quand son frère, choqué par ce comportement indigne d'une femme de bonne famille, tente de la raisonner, elle répond qu'elle ne veut pas se résigner aux travaux ménagers, mais qu'elle veut chevaucher le vent, débarrasser le pays des étrangers et sauver le peuple.
et les Chinois n'arrivent pas à la vaincre. Elle est seulement vaincue quand un traître révèle aux Chinois que la dame a la phobie de ce qui est sale, de ce qui est impur, de ce qui est obscène. Et à la bataille suivante, les soldats chinois se lancent donc dans la bataille complètement nus. Horrifiée, la dame Trieux bat en retraite et son armée se débande. Pour éviter la capture, elle se suicide en se jetant dans une rivière. Fin de citation. Vous voyez qu'on n'est pas tout à fait encore dans l'histoire. Mais il y a bien un cycle de domination lâche et de reprise en main. Jusqu'au Xe siècle après Jésus-Christ, quand un certain Ngo Qin, un apparatchik, excusez l'anachronisme, mais c'est le premier mot qui m'est venu, un apparatchik donc du Jiaoji, se soulève dans un contexte de lutte dynastique et de désagrégation de l'Empire chinois. Il s'empare du pouvoir. Mais l'Empire contre-attaque, bien sûr. Mais Ngo Quan résiste au corps expéditionnaire chinois et les boute même dehors en 938 à la fameuse bataille de la rivière Bac Dang. Il se proclame le roi du Dai Viet, c'est-à-dire le Grand Viet. Ensuite, le Dai Viet va progressivement se décolonialiser. Et des luttes pour le pouvoir des premiers siècles, c'est la dynastie des Li qui va sortir gagnante. Elle va régner du XIe au XIIIe siècle, remplacée par la dynastie des Tran entre le XIIIe et le XVe siècle. Et ce sont les analystes de ces deux dynasties qui vont commencer à écrire le roman national viet pour asseoir la légitimité de leur pouvoir. On va la purifier, c'est-à-dire l'expurger du maximum d'éléments chinois pour mettre en exergue une continuité entre le pouvoir du moment et les débuts légendaires du royaume d'Aolac. Ce ne sont pas les premiers à le faire, ce ne seront pas les derniers non plus. Le Dai Viet va aussi entreprendre, à partir du XVe siècle, la conquête et la colonisation des territoires thaïs et du Champa. Très important le Champa, un royaume indianisé qui était situé au centre du Vietnam actuel, autour de la ville de Hue. Et oui, le Dai Viet était un royaume expansionniste, au sud, mais un royaume toujours menacé au nord par l'envahisseur chinois. Et au XIIIe siècle, rebelote, l'Empire contre-attaque encore. Je vous épargne le jingle de la guerre des étoiles. C'est l'invasion des Yuan mongols. Là aussi apparaît un autre grand résistant, Tran Hung Dao, qui, grâce à des tactiques de guérilla, repousse les troupes de Kubilai Khan. Le culte de Tran Hung Dao est célébré jusqu'aujourd'hui, associé à son pendant, le traître Fan Nhan vendu aux Mongols. Cette dichotomie héros-traître réapparaîtra à la conquête française, mais aussi après 1945 avec ce que le Viet Minh appellera les traîtres à la patrie Viet, un terme que je n'ose pas prononcer en vietnamien. Au XVe siècle, nouvelle invasion chinoise, cette fois-ci la dynastie Ming, et réoccupation du Dai Viet qui redevient la 13e province de l'Empire, le Zhao Qi. Et là, c'est sinisation à marche forcée, colonisation brutale et exploitation économique vigoureuse. À chaque colonisation, son héros. Qui est le nouveau héros viet cette fois? Eh bien, je vous présente les Loi, qui impose une guérilla de 10 ans aux Chinois et les boute dehors en 1428. Il établit sa capitale à Tonkin, dont le nom donnera le terme français Tonkin pour qualifier le nord du Vietnam. Avec la dynastie des Lê, le pouvoir va se consolider et maintenir les fondamentaux de la culture viet, la commune villageoise, la riziculture et la défense contre le nord. Le pouvoir
va aussi se centraliser avec l'adoption du confucianisme comme doctrine d'État. Par exemple, les Lé vont introduire les concours triennaux de recrutement des mandarins, avec pour objectif de construire une administration rigoureuse. Eh bien, ces concours sont organisés sans discontinuer pendant 5 siècles. Et ce sont les Français qui vont les abolir au début du XXe siècle. La dynastie des Lé va aussi poursuivre la politique coloniale entamée par les Tran. La marche vers le sud va mordre de plus en plus sur le royaume du Champa et de nouveaux territoires sont conquis aux confins de l'actuel Vietnam et du Laos. Mais les Lé, s'ils vont garder le pouvoir nominal, vont perdre le pouvoir réel sous le coup des difficultés économiques et justement de l'extension territoriale. Vont émerger 2 seigneuries rivales qui vont s'affronter pour le pouvoir entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. La dynastie des Trinh règne au nord et celle des Nguyen au sud, autour de Hue, la capitale appelée Phuoc Xuan à l'époque. Et ce sont d'ailleurs les Nguyen qui vont achever la conquête du Champa et pousser jusqu'au delta du Mekong où ils colonisent des territoires khmers. Et de facto, ce qu'on voit au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est qu'il existe 2 Dai Viet. Et toujours pas de Vietnam, vous l'aurez remarqué. 2 Dai Viet. Du coup, la période 1954-1975, qui a vu cohabiter le Vietnam du Sud et le Vietnam du Nord, apparaît tout de suite moins inédite. Il y avait donc 2 Dai Viet, et il y en aura même 3. En effet, au XVIIIe siècle, tandis que coup de poing trotté pour le Dai Viet entre Trinh et Lé, et que nos 2 champions songeaient à se défendre, arrive un 3e larron qui boute les Nguyen hors de leur royaume du Sud et soumet les Trinh au nord. Ce 3e larron, ce sont les frères Tai Son, qui règnent brièvement de 1788 à 1802 avec le souverain Quang Trung. Mais celui-ci meurt en laissant un royaume divisé, en proie aux querelles de succession et surtout menacé par un ennemi formidable, Nguyen Anh. Ce prince Nguyen avait survécu au massacre de toute sa famille lors de la guerre contre les Tai Son. Mais là, c'est comme dans les films. Il va survivre, on ne sait comment, aidé, affirme la légende à un moment, par un missionnaire français, Monseigneur Pignot de Béarn, et il va renaître littéralement de ses cendres. Comme dans les films, il va revenir conquérir son royaume. Charismatique, patient, tenace, il noue d'abord des alliances locales, puis même des alliances internationales, en particulier avec ce missionnaire français, Monseigneur Pignot de Béarn. Et il envoie ainsi son fils en ambassade en France avec cet évêque. Ensuite, il lance une guerre de reconquête et écrase les Tai Son. Il se proclame souverain d'un royaume unifié de la frontière chinoise au delta du Mekong en 1802. Pour la première fois, le pays prend la forme du S qu'on lui connaît aujourd'hui. Nguyen Anh fonde la dynastie des Nguyen et prend le nom de Gia Long. Et surtout, il donne à son empire le nom de Vietnam. Pour la petite histoire, Gia Long avait choisi d'appeler son royaume le Nam Viet, le Viet du Sud. Mais l'empereur chinois, dont il était toujours vassal, voyait de mauvais œil ce terme. Y aurait-il des Viet du Nord? Gia Long avait-il des velléités sur les territoires méridionaux de la Chine? Alors, ils ont opté pour le verlan Vietnam. Le voilà donc notre Vietnam, après 2000 ans d'histoire presque.
Par contre, les Chinois continueront à appeler le pays Annam, colonie du Sud. Et le terme Vietnam lui-même sera vite abandonné en 1813, quand la cour reprendra le terme de Dai Viet. Puis, le successeur de Gia Long, Minh Mang, changera le nom de son empire en Dai Nam, et c'est ce terme que vont utiliser les empereurs jusqu'en 1945. Je ne vous parle même pas des Français qui vont vous saucissonner tout ça en trois, Tonkin au nord, Annam au centre, Cochinchine au sud et créer l'Indochine française. Ça, ce sera pour une autre fois. Mais pour en revenir à la teuf du début, bien sûr qu'on cherche la petite bête en disant que ce n'est pas le Vietnam qu'a colonisé la France. Mais il est intéressant que les combattants, les nationalistes anticoloniaux au XXe siècle aient choisi ce nom et pas Dai Nam ou Dai Viet pour désigner leur patrie. Ils ont choisi le nom du royaume proclamé en 1802 et qui allait de la frontière chinoise au delta du Mekong, c'est-à-dire l'extension maximale d'un royaume viet unifié et stable. Comme le dira l'intellectuel Phan Boi Chau au XXe siècle, le Vietnam c'est un peuple et un territoire. Un peuple souvent conquis par les Chinois dans son berceau du fleuve Rouge, mais un peuple aussi conquérant qui a progressivement soumis les autres habitants de la péninsule indo-chinoise, qu'ils soient Cham, Thaï, Djarai ou Khmer. Ce faisant, ce peuple a toujours disputé son territoire aux envahisseurs, mais a toujours cherché à le maximiser. Mais ce territoire, il se l'est aussi disputé à lui-même, au point qu'il y a eu 2 ou même 3 Dai Viet concurrents au XVIIe et au XVIIIe siècle. Au prochain épisode, on s'intéressera au XIXe siècle, en essayant de comprendre comment on est passé du Vietnam en 1802 à l'Indochine française à partir des années 1880 via le débarquement français en 1858. Et on s'attardera en particulier sur le sort des catholiques vietnamiens, 5e colonne présumée aux yeux des souverains, et qui seront le prétexte à l'intervention française. D'ici là, portez-vous bien et allez, salut hein!